destin. La France, sous l'inspiration de certains politiques, s'est enfermée dans un triple carcan. Un carcan administratif, un carcan législatif, un carcan diplomatique et même un carcan idéologique. En fait, on fait face au défi civilisationnel du siècle, qui est le totalitarisme islamique. Et face à cette menace-là, on s'est enfermé dans différentes dispositions qui nous empêchent d'agir. Parce que si Michel Taube dit qu'effectivement la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas retoqué la question de l'expulsion, le tribunal administratif de Paris s'est appuyé sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme pour bloquer l'expulsion de cet imam. C'est-à-dire que le juge français va encore plus loin, ils sont encore plus européens en fait que même les juges européens. Donc implicitement les juges, et c'est pour ça que je parlais d'un carcan administratif, c'est-à-dire que même les juges, les administrations respectent davantage les règles européennes que même les cours européennes. Et pour ça, comment on fait pour agir ? Je pense qu'il faut lutter contre le totalitarisme islamique à deux niveaux, d'un point de vue extérieur et d'un point de vue intérieur. C'est-à-dire que maintenant, désormais, si par cas on applique une nouvelle politique en disant qu'il y a des imams qui sont des ennemis de la France, eh ben vous aurez un motif qui sera l'imam ne respecte pas les valeurs de la République française et n'est pas compatible avec la civilisation française. Et dans ce cas-là, on l'expulse. Parce qu'effectivement, il y a d'autres enjeux. Quand on prend le mémorandum qui est présenté par Gérald Darmanin, il ne parle pas d'apologie du terrorisme, il ne parle pas de négationnisme et il ne parle pas d'intelligence avec l'ennemi. Et donc la question qui est posée au juge, c'est est-ce que le négationnisme et des propos sexistes et misogynes sont suffisants pour contrevenir à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ? Et le tribunal administratif de Paris a dit que non, ça ne suffira pas. Et vraisemblablement, le Conseil d'État ira dans le même sens. Et une fois qu'on fait face à ça, qu'est-ce que ça montre au pouvoir public et qu'est-ce que ça montre en fait aux Français ? Ça montre que le pouvoir politique, même avec une volonté très forte, n'est pas en capacité d'agir et d'expulser une personne qui contrevient aux valeurs françaises et même aux intérêts de la France. Alors maintenant, vous allez me dire comment on fait ? Une fois que vous avez décidé de lutter contre le totalitarisme islamique, eh ben, il faut mettre en place une politique migratoire qui soit beaucoup plus dissuasive. Ça veut dire qu'il faut mettre des hotspots pour les personnes qui sont à l'étranger, pour qu'ils fassent des demandes de visa dans les ambassades et dans les consulats. Et sur le plan intérieur, c'est ça le plus intéressant, il faut mettre deux principes. Ceux qui doivent rester sur le territoire et ceux qui viennent sur le territoire doivent respecter, 1, l'intérêt de la France et 2, la question de la civilisation française. Et si, par cas, il contrevient à ces deux intérêts, eh ben, l'administration française pourra expulser ces personnes. Et une fois que vous avez changé le carcan, vous avez repris la maîtrise de votre destin. Et ça veut dire que les Français... Oui. Alors justement, sur le carcan juridique et la loi, je voudrais vous soumettre les propos de retourne contre nous. Oui, bien sûr, mais en même temps, on l'a construit, cet état de droit. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous posiez la question tout à l'heure sur pourquoi est-ce qu'en fait, on n'arrive pas, on l'a pas condamné cette personne depuis notamment 2002, notamment une vingtaine d'années. C'est parce qu'on n'a pas voulu nommer l'ennemi. Et en fait, les pouvoirs publics, notamment le pouvoir politique, s'est caché et n'a pas voulu nommer les choses. On fait face à une menace qui s'appelle le totalitarisme islamique. À partir du moment où vous ne définissez pas la menace, comment vous donnez aux juges et au pouvoir public, à l'administration, les pouvoirs de lutter contre ça ? Si par cas, vous aviez dit que nous avions face à une menace qui s'appelle le totalitarisme islamique et que vous dénommez ce que c'était le totalitarisme islamique, et bien dans ce cas-là, vous dites, à ce moment-là, il y a différents articles du Code civil qui permettent notamment de qualifier l'intelligence avec l'ennemi. Mais ça suppose d'avoir une politique extérieure qui soit cohérente. Ça suppose de définir que les frères musulmans sont l'ennemi de la France dans la mesure où il faut une tactique. Parce qu'en fait, le problème qu'on a, parce que je vais vous répondre sur la question de l'état de droit, parce qu'en fait, ces propos, moi j'ai regardé le mémorandum, en fait, c'est difficile de qualifier ces propos d'apologie pour le terrorisme, parce qu'il n'y a rien clairement à un moment auquel il le dit. Et donc, il fait une tactique. Je crois que la loi séparatisme était censée faciliter ce genre d'expulsion. Non, mais la loi séparatisme ne va pas assez loin et tout le monde le sait, tout le monde le savait dès le début, c'est pour ça que la loi a été critiquée. Il y avait un texte qui avait été produit par Serge Rouard et que François Fillon a repris qui s'appelle « Vaincre le totalitarisme islamique ». Il expose les choses clairement. À partir du moment où vous définissez l'ennemi et vous définissez clairement dans un texte de loi comment on fait pour définir l'ennemi, et ben dans ce cas-là, vous donnez au pouvoir public les moyens de le faire. Mais si vous ne nommez pas l'ennemi, vous avez dans l'incapacité d'agir. Messieurs, il est 7h15. Non, mais... Gérald Darmanin se rêvait en nouveau Nicolas Sarkozy et dans le meilleur des cas, ce sera un sous-Manuel Valls. À chaque fois qu'il tente quelque chose, ça foire. Un peu comme Manuel Valls sur les mêmes polémiques. Il tentait avec Dieudonné à l'époque, Manuel Valls. Est-ce qu'il a véritablement raté là ce coup-ci ? Parce que bon, il peut se cacher derrière le fait que finalement c'est Emmanuel Macron qui a arbitré, qui a dit non. Ce sera dans 2 mois. Il faudra attendre 2 mois supplémentaires. Sur la question de l'imam, ce que disent les personnes en interne, c'est qu'il avait le choix entre la procédure judiciaire et la procédure administrative. Les gens savaient que la procédure administrative n'allait pas marcher. Il est continué sur la procédure administrative plutôt que la procédure judiciaire sur la question de l'imam. Sur la question du projet de l'immigration, ce qu'on a dit, c'est que
que le texte n'était pas assez bon et donc du coup on lui a demandé de revoir sa copie. Et donc après ça, vous ajoutez la question du fiasco au Stade de France. Ça commence à faire beaucoup pour Gérald Darmanin. Et la volonté d'agir sur le terrain et d'agir concrètement sur la vie des Français, on a l'impression qu'il foire un peu tout. C'est une sorte de loser de la vie politique. Et à chaque fois qu'il tente quelque chose, ça foire. Vous êtes dur. C'est-à-dire que c'est un peu l'inverse de Midas. C'est-à-dire que Midas, tout ce qui touchait était en or et là maintenant tout ce qui touche se transforme en plomb. En tout cas, il rate. Excusez-moi, mais il vaut peut-être mieux un Gérald Darmanin. Je vais continuer. Qu'à Christophe Castaner qui était dans un laxisme vis-à-vis des questions sécuritaires. Tu vas voir, Michel, tout va être cohérent sur le sujet. À la fin, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'importe Gérald Darmanin, qu'importe Christophe Castaner, qu'importe Gérard Collomb, qui pourtant, lors de son départ, avait mis un bon constat. Il disait qu'aujourd'hui, nous vivons côte à côte et demain, nous vivons face à face. Mais depuis l'ensemble de ces constats, depuis ces attitudes et ces postures, est-ce que véritablement, on n'assiste pas à une imposture de la part du gouvernement qui prétend agir et qui n'agit pas concrètement sur la question du totalitarisme islamique et sur la question de la menace migratoire et des flux migratoires pour mieux les réguler? Moi, je pense qu'en fait, et vous parlez de la question des débats, mais Emmanuel Macron en a mené beaucoup des débats. Au moment des Gilets jaunes, il avait dit qu'il organisait un grand débat national. Qu'est-ce qu'il en est resté? Est-ce qu'aujourd'hui... La deuxième question, effectivement, de tout ça, c'est l'utilité de ce type de grand débat. Le grand débat, est-ce qu'il ne se tient pas finalement à l'Assemblée nationale, qui est maintenant quand même... voilà. C'est là où doivent se tenir les débats démocratiques. Justement, c'est pour ça que j'arrivais sur la question de votre débat. C'est-à-dire qu'en fait, ce que montre Emmanuel Macron, c'est qu'à chaque fois qu'il lance un débat, c'est pour ne rien faire. C'est-à-dire qu'il avait annoncé un grand débat national au moment de la crise des Gilets jaunes. Il avait annoncé des mesures au début de la crise. Mais une fois qu'il a fait le grand débat, qu'est-ce qu'il est resté pour permettre de relever et de permettre un nivellement par le haut des classes moyennes? Il avait organisé un grand débat sur la question des états généraux de la justice. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la justice du pays va dans le bon sens et qu'on va rattraper, notamment en termes de dépenses et de moyens de la justice, l'Allemagne? Il va annoncer un grand débat sur l'immigration. Pourquoi? Parce qu'en fait, le projet de loi de Darmanin le dérange, parce que ça dérange une partie de ses électeurs de centre-gauche, et donc ça va être l'occasion de mettre le projet de loi de Darmanin sous le tapis. Non, mais parce qu'on n'a pas analysé les grandes mutations mondiales. Ce qu'on a vu, nous, ce qu'on a étudié notamment au début de l'année dans notre rapport sur les grandes mutations mondiales, c'est qu'on a vu qu'en fait, à partir du moment où vous avez de l'agriculture qui est intensive, notamment dans certaines régions du monde, ce qui rapproche en fait les hommes des animaux, vous avez un risque de mutation et de nouvelles épidémies qui est de plus en plus importante. Et ça, on le sait parce que l'OMS a travaillé dessus depuis des années, donc on est au courant. Le problème, c'est que la France n'a pas de stratégie à long terme et la France, à chaque fois, réagit aux crises, mais n'anticipe pas les crises. Sur la question du vaccin, la difficulté, c'est qu'apparemment, le nombre de vaccins est plutôt inconnu, donc on ne connaît pas le nombre de vaccins qui existent. Secret défense. Selon le ministre de la Santé. Tout à fait, donc on ne connaît pas le nombre de vaccins disponibles. Et surtout, la question essentielle, c'est si par cas on n'en a plus, est-ce que la France sera en capacité d'en produire, alors qu'on n'a pas réussi d'en produire nous-mêmes sur la question notamment du coronavirus? Et je pense que ce qui est essentiel, il est double. Anticiper les crises et en même temps préparer demain avec une souveraineté et une politique industrielle très forte pour qu'on puisse produire nos propres vaccins. L'eau va bientôt devenir une ressource stratégique. Et on le sait depuis très longtemps, dans la mesure où on a déjà eu, quand on était plus jeune, des questions sur le dessalement de l'eau, notamment pour les pays du Golfe. Donc c'était une question de ressources stratégiques depuis très longtemps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une question de grande mutation mondiale. On sait qu'on assiste à un réchauffement climatique et plus précisément un dérèglement climatique qui repose sur deux choses. L'augmentation de la température sur une grande partie du globe et le fait que des catastrophes naturelles deviennent de plus en plus extrêmes et apparaissent de plus en plus souvent. Donc on sait ce qui est en train d'arriver. Moi je pense que le gouvernement prend un risque sur cette question. Je pense qu'il prend le même risque que le gouvernement Chirac à l'époque en 2003 sur la question de la canicule, en partant en vacances aujourd'hui alors qu'il y a des questions de sécheresse à régler. Je pense que c'est une des premières fois auxquelles les Français ont peur de ne plus avoir d'eau potable sur une grande partie du territoire. Dessus, sur la question... Évidemment, on peut accabler le gouvernement actuel, mais on peut accabler également tous les précédents gouvernements parce qu'on n'a pas choisi de dépenser l'argent public au bon endroit. Je pense qu'on a un sujet essentiel, c'est l'utilisation qu'on a faite de la fiscalité environnementale. On l'a faite pour fabriquer des éoliennes et autres produits demandés par les ayatollahs verts plutôt que provoquer plusieurs questions qui sont engendrées par le réchauffement climatique. On a voulu tellement lutter pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre et atteindre les objectifs de l'accord de Paris, en fait, qu'on a oublié le reste. On a oublié qu'il fallait lutter contre les sécheresses. On a oublié qu'il fallait faire un aménagement du territoire pour permettre en fait de reconstruire ce que l'ingénieur M. Benedetti décrivait parfaitement, ce qu'on demande, les questions de retenue d'eau, mettre en place l'économie circulaire pour réutiliser l'eau déjà usagée. Et en fait, tous ces éléments-là n'ont pas été utilisés par la politique environnementale. Alors je pense que c'est pour ça qu'on a gaspillé malheureusement de l'argent public. Il y a plusieurs éléments qui l'indiquent sur
Pourquoi ? On assiste à une crise énergétique. On voit notamment que si par cas, au lieu de dépenser notre argent sur la question des éoliennes, on sera en état d'être souverain sur le plan énergétique, on serait quasiment indépendant en reconstruisant notre parc nucléaire. On aurait pu en plus utiliser cet argent pour aménager notre territoire et entamer ce qu'on appelle le début de l'économie circulaire. L'économie circulaire, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on imagine le produit différemment. Et l'objectif de l'économie circulaire, c'est de pouvoir réutiliser un produit, donc notamment la question des eaux usagées. Et en fait, toutes ces réflexions, on a été à chaque fois dans une politique émotionnelle de court terme pour répondre. Et je pense qu'on a été sous le joug des ayatollahs verts. Oui, en fait, on a des territoires qui sont élevés dans la haine de la France et qu'ils attaquent les policiers parce qu'ils expriment une haine dans la France. Je pense qu'il faut voir un message et il faut comprendre ce qui s'est passé. Ce qu'on voit notamment, et c'est la CIA qui le montre, c'est qu'en fait, toutes les sociétés occidentales sont frappées par la question de la radicalité. Ça s'est accentué avec la crise sanitaire, notamment sur la question du confinement, qui a accentué la question de la radicalité. C'est-à-dire qu'avant, vous exprimez quelque chose, mais de façon beaucoup moins violente que ça. Ensuite, il y a un problème qui est beaucoup plus français, qui est lié sur deux choses. Ce qui s'est passé en mai 68, c'est qu'on s'est attaqué à toute forme d'autorité, même en attaquant la figure du père, qui incarnait même l'autorité, qui était à l'époque le général de Gaulle. Mais on n'a pas attaqué uniquement que le général de Gaulle, on a attaqué les enseignants, on a contesté l'autorité du professeur dans les classes, on a contesté l'autorité de l'uniforme, dans la mesure où on a dit que la police était là pour censurer la population et pour violenter la population davantage que pour la protéger. Et après, ce qui s'est passé, c'est que ce discours a été récupéré aujourd'hui par une partie des élites politiques. Et une partie des élites politiques disent qu'aujourd'hui la police tue, etc. Et donc du coup, il y a un discours... Vous ciblez une élite politique en particulier un homme particulièrement, c'est Jean-Luc Mélenchon. Voilà. D'accord. Si je peux me permettre, tu verras, pas les enfants de mai 68 qui s'attaquent au flic. Oui, mais je vais y arriver parce que... C'est pas du tout la même sociologie. Oui, mais il y a une continuité. Il y a une continuité dans le discours. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon est un enfant de mai 68 et il reprend le discours version 21e siècle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tant qu'on ne viendra pas sur ce discours et tant qu'on ne reprendra pas en main un nouveau récit national pour reprendre les territoires et même adopter une politique qui est globale, on n'arrivera pas à lutter contre cette question-là. C'est-à-dire qu'il faut lutter culturellement contre les politiques qui tiennent ce type de discours, parce qu'une partie des jeunes écoutent, et vous entendez beaucoup de jeunes, notamment moi j'ai joué au basket avec eux, donc je sais très bien comment ça se passe. C'est-à-dire qu'ils écoutent Jean-Luc Mélenchon, ils disent si Jean-Luc Mélenchon dit, c'est que c'est la vérité. Parce qu'au moins on l'a entendu à la télé, Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est quelqu'un qui nous défend. Et donc du coup, vous avez une partie des élites politiques qui, pour des raisons électorales, profite de cette situation pour notamment jouer. Et il y a un sujet qu'on a abordé au début, qui est sur la question des grands frères. Parce qu'une grande partie des jeunes, soit sont sur la victime des lois des gangs, et donc, comme vous le dites, sur la question de contrôle du territoire, et donc du coup, lutte contre les policiers sur les contrôles de territoire. Mais si c'était uniquement une question de contrôle de territoire, ils n'attaqueraient pas des pompiers, des élus locaux, ou même des fonctionnaires de la Poste. Donc il y a même une question globale qui se joue sur la question de défense de l'autorité. Et ensuite, après, il y a les personnes qui sont élevées, notamment les jeunes, notamment sur la question des grands frères. Des grands frères, et notamment c'est pour ça qu'il faut lutter contre l'idéologie islamiste qui joue notamment contre les intérêts français. Tant qu'on ne mènera pas un discours global contre tout ça, on continuera à commenter des faits divers malheureusement. Oui, non mais en fait ce qui se joue, moi je pense que, et c'est plutôt un conseil que je leur donne, c'est que je pense qu'ils prennent le même risque que le gouvernement Raffarin en 2003 sur la question de la canicule. En fait ça paraît paradoxal de commenter, et même c'est pas de leur faute, ils sont à 3 heures de Paris, ils sont mobilisables assez facilement, mais il apparaîtra paradoxal pour les Français qui manquent éventuellement d'eau potable. Et comme à l'époque de 2003, en termes de communication, je pense que c'est ravageux en fait pour eux. Et je pense qu'effectivement, ils ont le droit de se reposer. Et en plus, l'année va être dure parce qu'il y a une crise énergétique, il y a une crise diplomatique, il y a une crise à tous les niveaux. Et puis, il y a des tensions même à Taïwan dans le conflit entre la Chine et les États-Unis. Donc, l'année va être dure. Mais malheureusement pour eux, mais en même temps, ils ont choisi d'être ministres. Et ils risquent le même coup que Raffarin en 2003 sur son gouvernement.